Bienvenue dans ce nouvel épisode d'e-commerce Geeks. Aujourd'hui, on va discuter de social commerce, ou autrement dit, du e-commerce sur les réseaux sociaux. C'est une tendance en pleine croissance et qui va probablement transformer le commerce en ligne, mais est-ce que c'est vraiment l'avenir du e-commerce ? On va voir ensemble ce que ça peut apporter à votre activité e-commerce, pourquoi ça marche et quels sont les challenges. Bonjour et bienvenue sur e-commerce Geeks, le podcast des passionnés du e-commerce. Nous sommes Yohan Bassinet et Irina Nikou et nous partageons avec vous des stratégies de croissance e-commerce, des réflexions sur les tendances marketing, des idées pour vous aider à mieux vendre en ligne. Ce podcast sort toutes les semaines, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Le social commerce est une tendance qui existe déjà depuis un moment et qui n'est pas prête de disparaître. Bien au contraire, elle pourrait être même l'avenir de l'e-commerce. En fait, qu'est-ce que c'est le social commerce ou le social shopping ? Alors c'est assez simple, dans un sens large, c'est le croisement des réseaux sociaux et du commerce en ligne. Cela concerne toutes les interactions ou les actions sur les réseaux sociaux qui ont comme objectif final de faire des ventes, qu'elles soient en ligne ou pas. Aujourd'hui, nous allons vous parler du social commerce dans le sens strict du terme, où le parcours d'achat commence et se finalise sur le réseau social, ou presque. Il y a quelques mois, Instagram avait annoncé la sortie d'Instagram Checkout, qui permet de faire exactement ça, donc acheter dans Instagram sans être redirigé vers le site e-commerce de la marque. Et plusieurs réseaux sociaux comme Twitter avaient avant testé le social commerce, mais ça n'a pas vraiment décollé, et je me posais donc la question si enfin le web était prêt pour ce type de commerce en ligne. Je pense que oui. Tu vois, avant, le commerce mobile ne représentait qu'un faible pourcentage du commerce en ligne. Quasiment l'ensemble des ventes e-commerce se faisait à partir d'un ordinateur. Mais le commerce en ligne bascule chaque année un petit peu plus vers le mobile. Par exemple, en 2017, un tiers des ventes e-commerce provenaient du mobile et on estime que d'ici 2 ans, il représentera plus de la moitié des ventes. Aussi, vu que la plupart des gens dans le monde se connectent sur Internet exclusivement sur leur smartphone, il me semble évident que l'achat sur mobile soit une évolution naturelle de e-commerce. Oui, en plus avec l'arrivée de la 5G, d'une forte croissance du e-commerce et des réseaux sociaux, il est clair que le social commerce sera important à l'avenir. Avant d'aller plus loin, voyons où on en est. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui en matière de social commerce et quelles sont les plateformes sociales qui pourraient changer les règles du jeu ? T'as par exemple Pinterest. En fait, c'est un des premiers réseaux sociaux qui a intégré des fonctionnalités pour faciliter l'achat en ligne. D'ailleurs, en 2015, après avoir lancé les Buyable Pins, son fondateur disait que Pinterest n'était pas vraiment un réseau social, mais plutôt un catalogue d'idées. À l'opposé des réseaux sociaux où on offre notre attention aux autres, sur Pinterest, nous sommes centrés sur nous-mêmes, nos envies, nos plans, et ce qui colle d'ailleurs très bien avec la vision de Pinterest orientée vers l'e-commerce. On y va pour s'inspirer, collectionner des articles de mode, de décoration. Donc offrir aux utilisateurs la possibilité d'acheter les produits qu'ils désirent s'intègre naturellement dans le parcours d'achat. En fait, si on pense au modèle AIDA, acronyme de Attention, Intérêt, Désir, Action, et qui représente les étapes du processus d'achat, on voit bien que Pinterest est parfaitement conçu pour attirer l'attention de l'utilisateur, susciter son intérêt, provoquer un désir, et il n'y a que sur le passage à l'action où il reste encore des choses à faire. D'ailleurs, ils ont annoncé récemment des nouvelles fonctionnalités qui facilitent le passage à l'action, comme les Product Pins qui affichent le prix du produit et le stock de manière dynamique et qui permet aux utilisateurs de se rendre en un clic sur le site du vendeur, ou bien les recommandations de produits similaires qui, grâce à l'intelligence artificielle, affichent des produits très semblables à celui consulté. Mais la grande nouveauté, c'est surtout la synchronisation en temps réel entre Pinterest et la base de données du site e-commerce. Bon, ce sera intéressant de voir cette année l'impact que ces mises à jour auront sur les ventes. Oui, on a aussi l'exemple de Snapchat. En fait, avec Amazon, ils ont lancé le Visual Search. Ça permet de prendre en photo le produit qui nous intéresse et l'application est capable de le reconnaître. Et ensuite, on peut se rendre en un clic sur Amazon et continuer l'achat. C'est un peu comme Pinterest, la transaction se fait sur le site du e-commerçant. Et c'est pas mal, mais tout dépend si le site est optimisé pour proposer une expérience d'achat agréable sur mobile. En fait, plus le parcours d'achat est fragmenté, plus on a de chances de perdre le potentiel client.
D'ailleurs, c'est notamment pour éviter ça qu'Instagram a créé Instagram Checkout, qui permet donc d'acheter directement dans l'appli. Alors comment ça fonctionne? Disons que vous voyez dans un post Instagram la chemise qu'il vous faut, vous cliquez sur le bouton Checkout et vous arriverez sur une sorte de page produit au sein d'Instagram où vous choisissez la taille, la couleur et vous finalisez la commande, le tout sans quitter l'appli. Pour le moment, la fonctionnalité n'est disponible qu'aux États-Unis et que pour une vingtaine de marques comme Adidas, Uniqlo, Zara. Et à mon avis, c'est une excellente stratégie pour gagner la confiance des utilisateurs, qui est indispensable pour qu'ils passent d'un simple like à l'achat. Mais il s'agit surtout de passer un cap psychologique, de partager ses données bancaires avec Facebook. Et c'est vrai que Facebook, donc, qui détient Instagram, a plutôt mauvaise réputation quand il s'agit de la sécurité des données personnelles, surtout après le scandale de Cambridge Analytica. Mais la plateforme essaye de se rattraper. D'ailleurs, Mark Zuckerberg a annoncé récemment que la protection des données et de la vie privée est la nouvelle priorité de Facebook. Et si on y pense, c'est indispensable s'il souhaite se positionner comme un des leaders de social commerce. Il paraît aussi que Facebook travaille aussi sur une crypto-monnaie. Il serait peut-être envisageable, donc, qu'à l'avenir, les transactions se fassent dans cette monnaie Facebook, ce qui transformerait la plateforme en un écosystème fermé. Bon, après, ce n'est qu'une hypothèse, mais ça me fait penser à WeChat, l'application chinoise, qui est elle-même un écosystème. Ils ont une appli pour le social commerce Pinduoduo qui a plus de 300 millions d'utilisateurs. Ça permet d'obtenir des réductions en faisant appel à ses amis pour faire des achats groupés. Sinon, je pense que l'on ne peut pas parler de social commerce sans évoquer les mécanismes psychologiques qui entrent en jeu et le comportement des consommateurs. Pourquoi ça a du sens pour vous? Pourquoi ça fonctionne? Un des gros avantages du social commerce, c'est que ça vous permet de vendre vos produits là où les utilisateurs passent la grande partie de leur temps en ligne. 1 minute sur 4 passée sur Internet est consacrée aux réseaux sociaux, selon une étude de Global Index. Du coup, c'est vraiment un bon moyen de faire connaître ses produits dans cet espace. Sur les médias sociaux, on se connecte généralement sans raison valable, juste pour faire passer le temps, voir ce que font nos amis, découvrir des choses dans notre feed. Et pour vous, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ce canal comme moyen d'inspirer les utilisateurs. En tant que consommateur, quand on fait un achat, soit on a une idée de ce que l'on veut, du coup on va faire des recherches en ligne, comparer les options et faire son choix et ensuite acheter, ou tout simplement découvrir sur les réseaux sociaux un produit auquel on n'avait pas pensé mais qui nous plaît et qu'on va acheter directement. Et aujourd'hui, l'e-commerce est en fait ultra optimisé pour les consommateurs qui veulent faire des recherches et acheter, mais très peu pour ceux qui recherchent juste de l'inspiration. Et les grandes marques sont en train de comprendre qu'ils doivent investir dans des canaux qui permettent à leurs clients d'être inspirés et découvrir leur catalogue. En offline, dans les magasins physiques, les centres commerciaux, c'est très simple. Mais sur Internet, quand on a des milliers de produits sur son site, pour l'utilisateur qui veut juste être inspiré, c'est très difficile de s'y retrouver. Et une autre raison pour laquelle le social commerce fonctionne, c'est que ça fait appel à de nombreux mécanismes psychologiques. Il y a plusieurs biais cognitifs qui entrent en jeu et qui influencent les consommateurs dans leur expérience d'achat. Quand on veut acheter un produit, dans notre processus de décision, on va inconsciemment ignorer une bonne partie de l'information disponible. C'est ce qu'on appelle la pensée heuristique. En fait, on va seulement se baser sur un nombre restreint d'informations pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapidement. On va utiliser des raccourcis qui vont nous faciliter la prise de décision. Un de ces raccourcis, c'est la preuve sociale. En fait, pour nous aider dans notre choix, quand on doit acheter un produit, on va souvent regarder ce que font les autres. Ça va beaucoup influer sur notre décision. Et si un produit sort du lot, qu'il est populaire, il sera perçu comme étant un bon produit, comme étant une option valide. Quand j'étais étudiant, j'avais remarqué à quel point ça pouvait impacter nos comportements. À cette époque, pour faire un peu d'argent, je distribuais les journaux gratuits le matin en haut des sorties de métro à Paris. Et chaque matin, j'avais 3000 journaux à donner en moins de 3 heures. Et plus vite j'écoulais le tas de journaux, plus vite je pouvais finir. Et ce qu'on faisait, c'était de poser sur notre bras gauche une 50aine de journaux et ensuite de les donner à la chaîne aux passants avec la main droite. Et j'avais remarqué que lorsque je tendais le bras pour donner un journal à quelqu'un, s'il refusait, en fait, dans la majorité des cas, les personnes qui suivaient derrière et qui ont vu cette personne refuser le journal allaient dire non. Et là, clairement, on était dans une situation où les gens n'avaient pas le temps de réfléchir.
Et leur seul critère de décision était de savoir si d'autres personnes allaient prendre le journal ou pas. Et dans le social commerce, justement, généralement l'utilisateur voit les avis et commentaires des gens qui ont déjà acheté le produit, donc ça les influence dans leur décision d'achat. Un autre raccourci psychologique, c'est le biais d'autorité. En fait, on a naturellement tendance à surévaluer et suivre les avis et conclusions d'experts ou influenceurs dans un domaine, et quel que soit ce qu'ils disent. Ça permet aux consommateurs de gagner du temps et de moins réfléchir sur la décision à prendre. C'est une méthode très utilisée en marketing, comme par exemple les pubs de dentifrice qui mentionnent que 4 dentistes sur 5 recommandent une marque. Mais dans le social commerce, ça peut être par exemple une influenceuse qui va recommander un sac sur Instagram. Oui, de plus, souvent le simple fait de porter le sac suffit pour influencer les décisions d'achat de ses followers. Un influenceur connaît mieux que les marques son audience, ce qu'ils aiment, ce qui les fait réagir, donc son message sera beaucoup plus authentique qu'une pub. En fait, la majorité des gens se fient plutôt aux recommandations de leurs proches ou des influenceurs qu'ils considèrent comme proches. D'ailleurs, parmi les jeunes, il y en a de moins en moins qui regardent la télé ou bien ils ont installé des bloqueurs de publicité, donc les réseaux sociaux sont le meilleur endroit pour communiquer avec eux. Un autre avantage du social commerce, c'est que pour l'utilisateur, découvrir des produits via son feed d'actualité sur les réseaux sociaux, lui donne la possibilité de flâner en ligne, de s'inspirer. C'est une expérience qui est difficile à reproduire sur un site e-commerce. Mais je dirais que ce que le social commerce apporte de plus précieux, c'est de raccourcir le parcours client et le rendre plus fluide. Car en fait, on élimine les points majeurs de friction comme la vitesse de chargement du site, les étapes trop nombreuses, ou bien l'effort de remplir un formulaire. Mais sommes-nous prêts à passer à l'achat directement sur les réseaux sociaux ? À mon avis, le problème, ce n'est pas d'acheter directement dans une appli, que ce soit un réseau social ou autre, puisqu'on le fait de plus en plus. On ne s'inquiète pas quand on commande un Uber ou quand on achète une appli dans Google Play. En fait, ça va plutôt dépendre des réseaux sociaux si ceux-ci arrivent à gagner la confiance des internautes. En tant qu'e-commerçant, il faut également prendre en compte la dépendance du réseau social qui propose le social commerce. Prenons l'exemple d'Instagram Checkout. En fait, le service n'est pas gratuit. La plateforme prévoit des frais pour chaque transaction. Donc ça veut dire qu'en plus de l'investissement dans la publicité nécessaire pour atteindre l'audience ou bien le budget dédié au partenariat avec des influenceurs, il faut prévoir un budget supplémentaire. À mon avis, le social commerce ne va pas remplacer l'e-commerce. On ne va pas pouvoir promouvoir l'ensemble des produits sur les médias sociaux, surtout si le catalogue contient de dizaines de milliers de produits. Ce qu'il faut faire, c'est de promouvoir les produits phares. Ça marche très bien pour faire connaître sa marque, tout en laissant l'utilisateur découvrir l'ensemble du catalogue sur le site e-commerce. La bonne approche, c'est de considérer le social commerce comme une extension de son site e-commerce. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser comme moyen de faire connaître ses produits et sa marque à un plus grand nombre d'internautes, notamment ceux qui sont en recherche d'inspiration avant d'acheter. Et pour construire une marque durable, on ne peut pas se baser que sur le social commerce, car le danger, c'est que vous mettez tous vos œufs dans le même panier chez Facebook. Par exemple, si un jour ils décident de désactiver votre page pour n'importe quelle raison, vous ne pourrez plus faire de vente. Et en plus, vous êtes trop dépendant de l'algorithme, car c'est Facebook qui vraiment définit les règles du jeu. D'ailleurs, on risque aussi de perdre en partie le contrôle sur les données concernant les clients. Alors que sur votre site e-commerce, vous pouvez suivre l'activité des acheteurs sur le site pour mieux répondre à leurs besoins ou personnaliser le parcours d'achat, dans Instagram Checkout, par exemple, vous n'aurez pas accès à ces données. Et les données, la base d'email, c'est ce qui a le plus de valeur aujourd'hui. Bon, il y a des désavantages, mais aussi des avantages. Le social commerce est tout de même une opportunité dont il faut profiter. 130 millions de personnes s'intéressent déjà aux produits sur Instagram, donc c'est une tendance à ne pas négliger, une porte d'entrée pour des nouveaux clients. Surtout les millennials qui sont plus enclins à acheter sur les médias sociaux. Juste une règle simple à retenir, si Facebook, Instagram, Pinterest ou Snapchat disparaissent demain, votre activité e-commerce devrait pouvoir continuer à exister. On arrive à la fin de cet épisode. En attendant, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre appli préférée. Ça vous permet d'être au courant de la sortie du prochain épisode pour ne rien manquer. Aussi, si vous appréciez e-commerce geeks, on vous invite à aller sur Apple Podcast et nous laisser une évaluation. Ça nous aide énormément pour faire connaître ce podcast.
Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite.